Bonjour, nous sommes lundi, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Bienvenue pour la quotidienne du 3 mai. Aujourd'hui, direction Le Vau pour le duel serré entre Chantal Landero et Sylvain Pécou. Tous deux veulent être syndics, mais pour l'instant, seules 3 voix les séparent. Nous les recevons sur ce plateau. Toujours à Le Vau, retour lors du conseil intercommunal du jeudi soir. Région de Nyon a validé le crédit pour le futur réaménagement du parking de la Givrine. Retour en images sur le conseil intercommunal. De l'actu, on passe au sport avec Alexandre Caporal qui s'intéresse aujourd'hui au Twirling Sport Nyon qui disputera ce week-end à Estavayer-le-Lac la compétition finale de danse. Petit cours en plateau avec 2 monitrices. Puisqu'on a pris le rythme du sport, on passe à la culture avec la fête de la danse qui a lieu cette semaine du 5 au 9 mai à Rolle et à Gland. Rendez-vous Rolle les 8 et 9 mai et puis Gland les 7 et 8 mai. On s'entraîne avec différentes compagnies de la région. Duel serré à Le Vau pour la syndicature. La syndic Chantal Landero en poste depuis 2014 est défiée par l'agriculteur du village, Sylvain Pécou, élu depuis 2 ans. Un deuxième tour le 16 mai départagera ces 2 candidats, pour l'instant séparés de 3 voix. Nous les recevons sur le plateau. Chantal Landero, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également, je le disais, Sylvain Pécou, bonjour. Bonjour. Alors pour l'instant, seules 3 voix vous séparent. Jusqu'ici, vous n'étiez pas vraiment sorti du bois. C'est peut-être ce qui explique d'ailleurs ce résultat assez serré. Chantal Landero, on vous connaît, vous êtes en poste depuis 2014. Aujourd'hui, changement de stratégie, il faut sortir et convaincre les électeurs. Oui, exactement. Donc au premier tour, parti sur le principe, comme Sylvain était indécis en fait jusqu'à la dernière minute, j'avais annoncé à mes futurs collègues et à la prochaine municipalité que je déposerais ma liste de candidatures. Donc voilà, ça a été fait directement après les premières élections municipales. Et puis, voilà, premier tour parti en se disant, les gens ont pu voir en fait ce que la municipalité a fait depuis ces 7 dernières années. Et puis en fait, là, comme le résultat est serré et que les deux nous repartons sur le deuxième tour, c'est sûr que cette fois, il faut un tout petit peu plus démontrer nos motivations. Oui, alors Sylvain Pécou, Chantal Landero qui dit que vous étiez indécis, c'est certainement vos très bons scores qui vous ont motivé. Vous avez obtenu 348 suffrages, meilleur score que Madame Chantal Landero. J'imagine que c'est ce qui vous a convaincu. Au premier tour, non, c'est pas ce qui m'a convaincu du tout. C'est après avoir discuté avec les personnes du village et après avoir discuté aussi avec les membres actuels et futurs de la municipalité. Et c'est ce qui m'a vraiment convaincu, c'est-à-dire dire, OK, offrons un choix aux villageois, offrons une alternative. J'aime faire jouer la démocratie et c'était vraiment pour offrir un choix démocratique. J'aime pas les élections toutes faites. Et en effet, c'est jusqu'à la dernière minute, je me suis posé la question, parce que c'est pas simple, c'est vraiment un choix lourd de conséquences. Et je me suis quand même décidé à faire le pas. Ouais, alors vous nous expliquerez d'ici quelques instants justement ce qui vous distingue. Chantal Landero, vous parlez tout à l'heure de ce bilan. Quel bilan vous faites justement du travail accompli jusqu'ici, le vôtre ? Pour moi, c'est un travail dans la continuité. En fait, en 2014, j'ai accepté de prendre le relais suite au départ de M. Beck. Et puis, c'était vraiment dans cet esprit de poursuivre sur des valeurs communes. En fait, on s'est assez vite bien entendu avec Serge Beck. Et puis, c'était vraiment ce souci de poursuivre ce que mes prédécesseurs avaient pu donner comme impulsion et assurer une continuité des thématiques choisies. Et c'est toujours dans le souci d'améliorer les services sur notre commune. Ouais, par contre, j'aimerais juste rebondir en fait sur l'intervention et si on veut le propre d'une discussion, c'est que là Sylvain a eu des discussions individuelles avec chaque participant, mais on n'a pas eu de discussion en équipe. Donc ça veut dire qu'on n'a pas pu débattre ensemble d'un avenir possible ou d'une nouvelle direction. Voilà, on n'a pas eu un échange les 5 ensemble. Donc j'aimerais juste faire une toute petite précision sur la symbolique de la discussion. Ouais, cette symbolique et plutôt cette discussion, elle devra avoir lieu lors de la nouvelle rencontre de cette nouvelle collégialité, de cette municipalité, puisqu'aujourd'hui les cartes sont redistribuées. On discutera d'ici quelques instants aussi des enjeux pour votre commune, mais
Sylvain Pécaud, aujourd'hui, si vous vous présentez en tant que syndic, c'est que vous estimez que vous pouvez faire mieux, différent. Quels sont vos objectifs? Différent, évidemment. Mieux, ce sera aux personnes de juger. Je veux quand même de nouveau repréciser par rapport à la discussion. On a eu un début de discussion lorsqu'on s'est rencontrés avec la future municipalité, tous ensemble, où j'ai pu faire mention que je n'avais pas eu le temps de réfléchir profondément sur ma candidature ou non. Et la discussion a été assez vive. Ce qui m'a fait dire, c'est que ce n'était pas possible d'avoir une discussion. Donc, j'ai en effet discuté personne par personne pour me faire mon opinion, forger mon opinion et me dire, OK, je vais me présenter ou pas. Voilà. Ouais, aujourd'hui, pourtant, il va falloir vous entendre, hein, puisque vous allez travailler ensemble au sein de cette municipalité. Ça a l'air un peu tendu, mais on le comprend, parce que finalement, un poste est en jeu, celui de syndic. Encore une fois, Sylvain Pécaud, qu'est-ce que vous voulez faire de différent? Alors, je pense qu'on a hérité d'un système de syndicature très paternaliste. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir amener un renouveau par rapport à ce système. C'est un système qui est assez envahissant, qui laisse peu de place aux municipaux qui auraient une nature plus réservée. Et je pense que le syndic, il est là pour donner la parole à chacun autour de la table de municipalité. Donner la parole, veiller à ce que les projets soient débattus démocratiquement également, et gérer aussi les projets de manière rationnelle et non émotionnelle. Et à l'heure actuelle, avec cette nouvelle législature, il y a 2 nouvelles personnes qui arrivent sur 5, 2 personnes relativement jeunes. Et je pense que c'est l'opportunité, c'est l'occasion de pouvoir justement passer à autre chose que ce système de syndicature très paternaliste, passer à plus d'écoute, passer également à quelque chose de plus démocratique et plus d'écoute et plus de démocratie. Voilà. Aujourd'hui, à vous écouter, j'ai l'impression que votre élection est quelque part un reproche que vous faites à la manière de diriger la commune de Levaux par rapport à Madame Chantal Landero. Ça pourrait avoir une forme de reproche. Je ne pense pas que ça l'est. Je pense qu'on a vraiment hérité de ce système qui est ainsi fait. Et mon but, c'est vraiment de pouvoir passer à autre chose. Ouais, alors on va essayer de comprendre à quoi vous voulez passer, mais Chantal Landero, je vous laisse peut-être la réponse à ces reproches. Alors, moi j'aimerais sensibiliser les personnes qui vont nous écouter dans ce reportage pour leur dire que les candidatures à une municipalité ou un conseil communal, c'est des personnes de la population. On n'est pas recruté sur la base d'un curriculum vitae et on vient avec notre personnalité propre. Et en fait, on doit tenir compte de la particularité de chacun d'entre nous. Et en fait, dans les municipalités, il y a des individus qui sont extravertis et il y en a d'autres qui sont introvertis. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne fournissent pas un travail à l'interne. Par contre, c'est sûr que toute la partie d'expression, si on veut, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, des fois, c'est compliqué. Et en fait, moi, j'estime avoir un rôle bienveillant sur l'ensemble des personnes autour de la table. Nos séances de MUN sont complètement ouvertes, c'est-à-dire que chacun d'entre nous gère les courriers qui leur sont adressés. Je n'ai pas la main mise sur les courriers qui sont adressés à la municipalité. Et chacun, pour moi, est libre de s'exprimer comme il le souhaite. Donc moi, je n'ai pas l'impression d'avoir un rôle de dictateur dans la municipalité. J'aimerais qu'on vous distingue à présent sur les enjeux liés à la commune. On sait que la croissance démographique notamment sera un enjeu pour Levaux. Aujourd'hui, cette croissance, comment la gérer, Chantal Landero, selon vous? Alors, notre commune, elle a sextuplé en une petite trentaine d'années. Donc là, on est bientôt 1400 habitants. On sait qu'il va y avoir un plafonnement avec la révision de la LAT qui nous oblige à aller devant un plan d'affectation communale qui nous fait dézoner certains terrains constructibles. Donc là, on sait qu'il va y avoir un tassement puisque une grande partie de la commune ne pourra plus être constructible. Après, on ne va pas pouvoir non plus faire du stationnaire parce qu'on sait aussi que nos villages Pied du Jura étaient des villages de résidences secondaires il y a quelques années en arrière, que toutes ces résidences secondaires sont devenues aujourd'hui des résidences primaires et que forcément ces vieux chalets, entre guillemets, sont souvent rasés aujourd'hui pour construire 2 mitoyennes à la place d'une. Donc vous comprenez bien qu'un chalet qui est occupé par une famille de 4, demain sera potentiellement une mitoyenne avec plus de personnes qui l'habitent. Ouais, Sylvain Pécaud, en tant qu'agriculteur, justement, cette gestion du territoire, comment est-ce que vous la voyez ?
Comme c'était mentionné, on va relativement être vite bloqué ces prochaines années. On a la chance d'avoir un village qui est assez étendu, où il n'y a pas, j'ai envie de dire, où il n'y a pas un centre où tout est dans le centre et rien à l'extérieur. C'est qu'il y a des quartiers à l'extérieur qui sont très vivants aussi. Et écoutez, comment je vois le développement de la commune, je pourrais le répondre comme ça, c'est-à-dire que je le vois plutôt à l'heure actuelle comme comment pourrait-on dire ça? C'est-à-dire recréer une stabilité au village, parce qu'en effet, il y a une explosion démographique avec beaucoup de nouvelles arrivants, et maintenant que ça va se tasser, c'est de recréer vraiment une unité villageoise. L'éclatement des zones à bâtir, justement, c'est ce qui a souvent été reproché à Levaux. Comment est-ce qu'on peut faire mieux, Chantal Landero? Alors pour moi, il ne faut pas faire mieux, parce qu'en fait, c'est vraiment le trésor propre à notre commune. Je pense que le fait d'avoir une commune en palier, souvent les communes se construisent en bourg, c'est-à-dire qu'on a un cœur du village et puis les habitations viennent se crocher, si vous voulez, au bourg principal. Levaux a la spécificité de s'être développé en palier. Donc on a des quartiers comme ça un peu linéaires, coupés par des champs agricoles. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une dynamique spécifique qui a fait que notre village a toujours eu beaucoup de société, parce que justement, comme on n'est pas réunis en un centre, eh bien, pour pouvoir réunir les habitants, il fallait faire des manifestations, il fallait créer une synergie sociale au centre du village. Et en fait, pour moi, c'est une vraie dynamique et une vraie chance. On n'est pas les uns sur les autres. Chacun est libre et on a vraiment ce sentiment d'être entouré de nature. Mais on a ce souci, à un moment donné, de se réunir dans les bâtiments communaux et de faire des manifestations. Et ça, c'est vraiment un plus. Ouais, qui crée l'identité peut-être de Levaux. Pour Exactement. Terminer sur l'aspect financier, parce qu'on sait que c'est toujours le nerf de la guerre, et surtout dans le district, cette forte croissance de la population, justement, nécessite aujourd'hui une mise à niveau des infrastructures qui met justement les finances à mal du côté financier, du côté de Levaux. Là, quelles sont les solutions selon vous, Chantal Landero? Alors, au niveau des finances, en fait, ça provoque deux choses. D'une part, forcément une augmentation de la population, donc une augmentation des services communaux à mettre à disposition. Ça veut dire vérifier que le réseau d'eau alimente toutes les habitations, vérifier que nos salles peuvent accueillir la population qu'on héberge. Donc ça, c'est plutôt au niveau des services. Après, l'autre chose qui s'est passée, c'est qu'en ayant une augmentation des habitants, on a vu aussi notre valeur de point d'impôt prendre l'ascenseur, parce que potentiellement, en fait, c'est comme ça qu'on l'analyse, mais les nouveaux habitants gagnent un peu plus que la moyenne des gens il y a une dizaine d'années. Mais en fait, c'est un effet pervers. C'est-à-dire que vous avez une augmentation des revenus, mais derrière, toutes les factures cantonales y sont liées, et l'augmentation des services est aussi liée. Donc en fait, on gagne peut-être plus, mais on a plus de choses aussi à dépenser. Donc qu'est-ce qu'on fait des impôts? On les garde à ce niveau-là, on augmente ou on baisse? Alors, franchement, dans une analyse précise, je pense qu'en l'état actuel, on a tout intérêt de maintenir le taux d'imposition, parce que ça nous permet aujourd'hui, enfin depuis 2 ans, de dégager une marge d'autofinancement pour remettre des liquidités dans la commune et ne plus forcément engager d'emprunt. C'est-à-dire que les municipalités doivent chaque fois balancer entre l'argent qu'on a en caisse et l'emprunt pour pouvoir réaliser ces améliorations, si vous voulez, communales. Ouais, alors on voit une analyse assez précise de votre côté, Sylvain Pécaud, pardon, j'ai du mal avec votre nom de famille décidément aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de ces finances du côté de Levaux? Alors, je pense que comme c'était mentionné de nouveau, je ne suis pas pour augmenter le point d'impôt. La valeur du point d'impôt a augmenté passablement ces dernières années. En effet, il faut plus d'infrastructures, mais c'est peut-être avoir une vision des projets à venir, voir ceux qu'on veut réaliser, voir ceux qui sont vraiment essentiels pour le village ou non. Ouais, un projet qui vous tient à cœur justement de défendre à l'avenir, ça serait lequel? Il y aura, à l'avenir, il y aura beaucoup de projets sur l'eau, c'est-à-dire sur l'adduction d'eau dans le village. Étant donné que c'est mon dicaster, voilà, ça c'est un projet qui va me tenir à cœur. Est-ce que vous pouvez nous préciser avec quelque chose de peut-être concret? Qu'est-ce qu'on fait de cette eau? Comment on la fait arriver au village? Voilà, alors pour pouvoir être autonome en eau, on a la chance d'avoir une source qui donne presque toute l'année. Elle a un moment d'étiage en été.
et 3 puits où on pompe, vraiment, on va pomper dans la nappe phréatique qui est sous le village. Et très certainement, ces puits, il faudra les refaire. Revoir les circuits d'eau justement à l'intérieur et sous les sous-sols. Chantal Landero, un projet qui vous tient à cœur pour la suite? Oui, également. Forcément, c'est un projet développé en municipalité. On sait qu'on doit faire cette analyse pour sécuriser les années à venir. Une grande partie du village a un bouclage, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des boucles, c'est-à-dire fermer certains secteurs pour, quand il y a une coupure d'eau, pas fermer l'entier du village. On sait qu'on doit finir un dernier quartier, en fait, une dernière zone de bouclage. Et puis, comme l'a dit Sylvain, eh bien, ce travail sur les puits. Peut-être ce qu'il faut signaler aussi dans notre échange, j'ai fait la remarque au journal La Côte en fait, sur le thème de duel. Pour moi, avec Sylvain, ce n'est pas un duel. C'est-à-dire que ça peut donner l'impression à l'extérieur qu'il y a de l'animosité entre nous. Et ça, j'aimerais vraiment être claire. En fait, ce n'est pas le cas. Avec Sylvain, on a une extrême bonne collaboration au sein de la municipalité. Après, je pense que c'est plus une histoire personnelle. En fait, c'est voilà, Sylvain a envie d'être candidat. Franchement, en tant que milicienne, je peux que saluer l'implication des gens. Je suis très contente qu'on ait eu aussi un renouvellement dans le conseil communal. Ça montre que les gens s'impliquent et veulent s'impliquer pour leur village. Après, ben voilà, quand il y a 2 candidats, eh bien, il faut faire un choix. Et puis, j'ai envie de dire, c'est à nos habitants eh bien, de choisir quel syndic ils veulent pour demain. Voilà. Picot, vous êtes d'accord avec cette analyse? Parce que c'est vrai que c'est vous qui avez soulevé aussi le fait, c'est vrai qu'on a dit duel en introduction, mais vous avez aussi soulevé l'aspect d'avoir des échanges vifs. Vous les avez connotés comme ça? Oui, alors je rejoins complètement Chantal. Pour moi, il n'y a pas du tout de duel. C'est faux, c'est faire marcher la démocratie. Et il n'y a que ça derrière. Et on a des séances. J'ai plaisir à aller aux séances avec la municipalité actuelle. J'aurais très certainement plaisir avec la municipalité future. Pour moi, ce n'est pas du tout un duel. À la maison, donc, à vous de choisir résultat le 16 mai. Sylvain Picot, Chantal Landero, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On profite de rester encore un peu à Levaux puisque c'est dans cette commune que les conseillers intercommunaux ont accepté de débloquer un crédit de près de 2,2 millions pour le réaménagement du parking de la Givrine. C'est un moment historique, s'est exclamé Gérard Produit, responsable du tourisme au sein du comité directeur de région de Nyon. Retour en images à l'issue du conseil. Historique parce que ça fait des décennies que on va dire, les gens se plaignent de la non-organisation de cet espace qu'est la Givrine parce que les autorités ont essayé maintes fois de chercher des solutions mais chaque fois on a reporté et ce soir le conseil intercommunal a décidé de mettre un terme à cette, je n'ose pas dire Bérésina, Napoléon n'y est pas passé, mais à cet espace un peu désorganisé pour finalement en faire un espace sécurisé avec un parking ou 2 parkings, un de 150 places qui sera agrandi l'hiver ou en cas de besoin. Et je pense que c'est une belle victoire et un moment qui est très fort, oui. Oui, résultat du vote, 101 oui, 4 non, 6 abstentions. On a quand même ressenti ce soir quelques appréhensions et c'est toujours du côté financier. Oui, l'argent c'est le nerf de la guerre, surtout en période difficile. Il y a des incertitudes financières qui pèsent sur les communes, sur toutes les institutions, notamment en raison de la pandémie. Mais il y a aussi la pression permanente sur les communes de l'ouest du district de Nyon, et rien à voir avec la pandémie ici, mais plutôt lors de notre grand argentier vaudois, qui fait que chaque fois qu'on doit investir, eh bien, les communes commencent à compter. Et la réalité, c'est que ce soir, l'argent est passé peut-être un peu au second plan, puisque le score est sans appel. Le score est sans appel, mais c'est vrai que vous avez quand même eu une crainte que ces cercles solidaires finalement reviennent en arrière, notamment les communes de Genolier et de Trélay. Oui, alors, ce que je crois savoir, c'est qu'elles étaient totalement favorables au projet. La réalité, c'est que 15 000 personnes du district de Nyon ne sont pas domiciliés dans une commune membre de la région de Nyon. Ça veut dire qu'à quelque part, ces gens ne participeront pas au financement alors qu'on sait qu'ils vont utiliser cette infrastructure. Voilà, ça fait partie de la vie. Tout le monde n'est pas obligé de faire partie du club et il faut admettre que ceux qui ne font pas partie du club ne payent pas de cotisation.
même si quelquefois ils ont droit à un certain nombre de prestations. La région de Nyon regrette ceci. Elle souhaite que ces communes aient ce sens civique de participer à des investissements dont leurs concitoyens profitent pleinement. C'était peut-être un message qu'elle souhaitait passer et un message que le comité de direction soutient tout à fait. Ouais, c'était aussi un message finalement du président Gérald Crépny qui a rappelé l'essentialité finalement de cet outil du DISREN. Et puis on est toujours plus intelligent par après, évidemment, mais Chantal Landero qui a peut-être expliqué qu'il y avait un travail à faire en amont où les communes devaient aussi peut-être démarcher avant que le vote soit fait, justement, plus de solidarité pour que ce travail financièrement soit trouvé. Oui, alors cette solidarité qui est voulue auprès de communes non membres, c'est à double tranchant. C'est vrai que certaines communes ne sont pas membres parce que leur conseil intercommunal a décidé de tourner le dos à la région de Nyon. On le regrette et pour des raisons souvent qui leur sont propres. Et quelquefois, si c'est la région de Nyon qui va vers elle pour demander cette manne à bien plaire, eh bien, on va dire non. Ces communes seront enclines à dire non, alors que si c'est la commune du cercle porteur qui fait cette démarche, certaines communes seront plutôt favorables. Donc là, il y a une discussion qui doit avoir avec la région de Nyon, avec la commune du cercle porteur, ou les communes, pour déterminer qui a, on va dire, le plus de chances d'obtenir des fonds qui permettent en fait après de limiter la charge pour les communes solidaires. Résultat des courses, cette phase de réalisation 1 et 2, c'est dans la poche. Qu'est-ce qu'il en sera pour la suite ? Alors il y a une troisième phase, puisque le PPA, le plan parcelle d'affectation, qui a été voté en 2009, prévoit en fait un développement de cet espace avec une maison de la nature, avec différentes infrastructures de loisirs. D'ailleurs, on va vers un loisir 4 saisons. Et c'est vrai que cette troisième phase, elle fait l'objet d'une démarche participative en cours actuellement, et j'invite d'ailleurs tous les citoyens à aller sur le site internet regiondenion.ch/Givrine, où un certain nombre de questions sont posées pour dire qu'est-ce que vous souhaitez là-haut. C'est votre espace. C'est un espace qui est à destination de, on va dire, plus largement de tout l'ouest du bassin lémanique, puisque le Grand Genève, les Genevois viennent, on voit bien les plaques le dimanche, et on leur propose de s'exprimer. Ouais, des démarches participatives qui ont d'ailleurs très bien fonctionné. Phase 1 et 2, on l'a dit, c'est dans la poche, mais on a déjà ressenti quelques appréhensions peut-être pour la phase 3 qui ne vont pas forcément ensemble. Donc là, il va falloir faire aussi encore un travail pour convaincre peut-être le conseil intercommunal. Toujours convaincre, chercher des solutions financières et surtout montrer qu'en fait, on est dans un espace qui, du point de vue de la région de Nyon, va être un lieu privilégié dans la mesure où la pandémie a montré que l'urbanisation, le secteur construit n'est pas très favorable en cas de pandémie, que la nature, c'est un joyau et qu'on y est bien. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui vont se tourner vers la nature et donc il faut l'organiser aussi. Les athlètes du Twirling Sport Nyon vont disputer ce week-end à Estavayer-le-Lac la compétition finale de danse avec leur fameux bâton. Ce sport qui associe le maniement d'un bâton à de la gymnastique et de la danse reste encore peu connu chez nous, mais le club Twirling Sport Nyon, qui compte une trentaine d'athlètes, dont 2 qui font partie du cadre national suisse, entend bien le faire connaître. En plateau, on reçoit Laura Arzel. Bonjour, tu es monitrice et membre du comité Twirling Sport Nyon. Salut à toi. Bonjour. Et bienvenue. Et bonjour à Sophie Wolfisberg, tu es athlète et monitrice au même club. Salut à toi. Bonjour. Alors on va rappeler un petit peu, du coup j'ai dit ce sport, le twirling bâton est un sport encore un peu méconnu, en tout cas du grand public. Qu'est-ce que c'est exactement le twirling bâton, Laura ? En fait c'est l'évolution sportive des majorettes. On est parti de là pour ensuite devenir plus sportif en pratiquant le sport dans une salle de gym et puis en arrêtant les défilés et en faisant des compétitions nationales et internationales. Voilà. Il y a une composante technique avec le bâton, une composante artistique en faisant de la danse, des mouvements gymnastiques, etc. Et puis une composante théâtrale où on interprète la musique sur laquelle on fait du twirling. Il y a un peu des deux, Sophie, justement. C'est quoi le plus important ? La technique, l'artistique ? C'est vraiment un mélange de tout en fait. Si on n'est que bon techniquement, ça ne suffit pas. Si on n'est que bon artistiquement, ça ne suffit pas non plus. C'est vraiment le but de mélanger le tout et c'est le tout qui donne
après une bonne note en compétition. D'accord. Donc il faut savoir danser, il faut savoir jongler avec le bâton. On apprend tout ça un peu en même temps, c'est ça? Voilà, il faut de la coordination, effectivement. C'est, je pense, la partie la plus dure de ce sport, en fait, c'est la coordination. Ouais. Laura, ce sport se pratique seul, mais peut se pratiquer aussi en duo ou en groupe. Qu'est-ce qui change du coup? Alors, en équipe, on aura plus d'échanges, par exemple, où les athlètes se font des lancers pour rattraper les différents bâtons. Et puis, on travaille beaucoup sur l'ensemble, donc tout le monde travaille en même temps. Il faut compter sur la musique, alors qu'en solo, on est beaucoup plus libre. On peut interpréter la musique comme on l'entend soi-même. Et puis voilà. Donc les groupes, ça peut monter jusqu'à 20, 40 athlètes sur un même praticable. Et puis les équipes, les teams, on est juste entre 5 et 9. D'accord. Et Sophie, donc toi, tu fais les deux, c'est-à-dire à la fois tu performes en solo et à la fois tu fais ça aussi en duo ou même en groupe? Voilà. Bon, cette année, je fais que en individuel, mais je fais aussi en par deux avec Lara, ma collègue. Ouais. On a vu de bons résultats jusqu'à là et bon, cette année, je n'ai pas participé au championnat suisse, mais normalement, je fais aussi à deux. Ouais. Donc tu fais partie de ce club Twirling Sport Nyon et tu fais partie du cadre national suisse. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On s'entraîne régulièrement, donc une fois par mois normalement avec l'équipe suisse dans des centres spécialisés pour ça. On dort généralement sur place aussi, donc on a des entraînements tout un week-end. Et on est suivi par l'équipe suisse. On a des coachs internationaux qui viennent pour nous aider à progresser. Ouais. D'accord. Dans ce club à Nyon, Laura, toi tu formes aussi, tu es monitrice. J'ai l'impression, alors on le voit sur les images que nous avons en plateau, il y a des jeunes, parfois même des très jeunes. Je sais que ça commence à partir de 5 ans, mais au vu des photos que j'ai vues, notamment sur votre site internet, et puis des images là qu'on a, on a l'impression que c'est majoritairement des très jeunes qui pratiquent ce sport. Oui, alors c'est lié au fait que quand on entre dans l'adolescence, déjà les jeunes arrêtent plus facilement le sport et puis ça demande beaucoup d'investissement. Si on veut ensuite participer à des championnats, il faut venir 2 à 3 fois par semaine. Puis on peut comprendre que pas tout le monde ait envie de consacrer tout ce temps à une activité sportive. C'est pour ça que pour les jeunes, c'est plus facile. Il y a encore un peu moins de pression, disons, enfin pas de la pression, mais moins de demandes. Et c'est pour ça que là, cette année, on a en plus recruté. On a 10 nouvelles petites qui ont commencé dans notre club. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de petites, ce qui n'était pas le cas les dernières années où on avait plus des athlètes plus âgés. Ouais. Donc des petits, beaucoup, des petites surtout. Alors je sais qu'il y a un garçon, Mathéo, qui est dans votre club, mais c'est vrai que c'est un sport qui reste majoritairement pratiqué par des filles. Pourquoi, selon toi, Sophie ? Je sais pas, pour être honnête, je pense que c'est aussi pas mal fait lié à l'image en fait. Je pense que c'est assez dur pour un garçon de dire je fais de la gym à l'école. Enfin, je pense que c'est assez dur aussi de sortir de soi-même et de dire moi je veux faire ça. Et c'est plus facile pour un garçon de s'inscrire au foot peut-être, de faire comme tous les autres de leur âge et plutôt que de s'assumer vraiment s'ils ont envie de faire ça. Pour moi, il n'y a pas de souci, ils sont la bienvenue aussi. Ouais, c'est ça. Il y en a aussi qui le pratiquent effectivement, mais c'est peut-être lié, Laura, à l'image qu'on a des majorettes en fait finalement. Complètement, oui, c'est ça. Et puis le fait que maintenant on ait un petit garçon dans le club, on espère que ça donnera envie à d'autres petits garçons de commencer aussi Twirling, parce que quand on voit pas de modèle, c'est difficile de se projeter dans ce sport aussi. Ouais. Bon, il y a un garçon qui a envie de s'y mettre, c'est moi. J'ai bien envie que vous puissiez me montrer un petit peu comment on fait. Alors on va juste se mettre debout ici en plateau, et puis on va pas faire de lancer. Viens ici, Sophie, volontiers, merci. Et du coup, alors montrez-moi un peu comment 2-3 petits mouvements de base, et puis on va pas faire de lancer parce que sinon on va casser les lumières, donc ça va pas aller. Montrez-moi peut-être le premier mouvement qu'on peut apprendre avec le bâton. Ouais, vraiment le plus basique, je dirais que c'est le mouvement horizontal. Ok. C'est vraiment le... Donc il faut de la dextérité dans le poignet. Voilà. Et de l'équilibre aussi. Et de l'adresse. Oui, pour éviter de tomber, mais... D'accord, ok. Alors, moi je vais essayer de faire ça. Fais voir. Ouais. Alors comment faut que je fasse? Alors on a 2 embouts, donc il y a un grand et un petit de ce côté. Et le grand, en fait, il va toujours passer en dessus du poignet. C'est comme si on mélangeait une potion, je dirais, mais à l'horizontale. D'accord. Voilà, on essaie d'avoir toujours le bras tendu. Et le petit, il passe en dessous. Ah, en dessous. Voilà, avec le bras tendu, ça va souvent plus facile. Oh là 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 là. Oh là 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 là. En plus, oh là là.
Ça va pas... Attends, regarde, oui, là, ça vient. je Oui, commence. oui. D'accord, donc en fait, il faut vraiment, pencher en fait le poignet. Oh là là. Oui, il faut de la souplesse. Ouais, il faut de la souplesse et puis il faut comprendre par où il faut le faire passer. Hein. Je suis très mauvais, hein. Ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Non, alors moi, je vais pas y arriver aujourd'hui en tout cas, mais on verra si plus tard j'y arrive. Et puis du coup, après, il y a même de manière statique, sans les lancer, après, comment on fait pour le faire passer sur le corps, etc. Alors, il y a des roulés, par exemple. On peut faire un roulé comme ça, par exemple. Ouais. Ou bien des fiches. Ça, c'est tout ce qui roule sur le corps, etc. Là, il faut ta maîtrise parce que sinon, on casse les écrans derrière. Je fais attention, je me concentre. Ouais. Mais il faut être une athlète comme toi, quoi. C'est ça. Ouais. Bravo, merci beaucoup. En tout cas, on peut se rasseoir ici à cette table. Sur le plateau d'NRTV et puis pour parler en dernier de ces fameux championnats qui ont lieu ce samedi. Qu'est-ce que c'est, Laura, ces championnats auxquels vont assister les athlètes du Twirling Sport Nyon? Donc c'est la deuxième manche des championnats suisses, la championnat suisse discipline de danse, parce qu'il y a des championnats discipline technique aussi qui ont lieu en hiver. Et là, du coup, c'est la deuxième manche et la finale pour certaines catégories. Il y aura des duos, des solos, des teams et des groupes. D'accord. Il y a combien de compétitions comme ça en Suisse, Sophie, auxquelles toi tu participes? Donc généralement je participe qu'au championnat suisse, je suis trop âgée pour d'autres compétitions. Donc ça se déroule sur 3 manches. Ouais. Et voilà, première manche, deuxième manche et la finale. Après il y a encore une compétition au mois de juin qui est un peu extra, on va dire. Et oui, mais par exemple les qualifications pour les compétitions internationales, elles se font durant le championnat suisse. D'accord. C'est les compétitions les plus importantes de l'année. D'accord. Donc, qui auront lieu à quel moment? Donc, il y a ce week-end et puis ensuite... Voilà. Et cette année, c'est un peu exceptionnel. Ils ont supprimé une manche, mais ils vont essayer de la remettre au mois de juin. Mais il n'y a pas de qualification pour les compétitions internationales parce qu'il n'y en a pas cette année. Simplement dû à la situation, malheureusement. À cause de la pandémie. Voilà. Et puis donc ce que tu disais avant, c'est qu'effectivement il y a 2 catégories d'âge. Il y a les juniors, donc moins de 18 ans. Et ensuite, dès qu'on a plus de 18 ans, toi tu en as 21, Sophie, donc on passe en senior. En senior, exactement. Et à partir de là, il n'y a plus de catégorie plus âgée. Enfin, dans les disciplines techniques, il y a encore la catégorie adulte, mais dans les disciplines non, c'est... jusqu'à ce qu'on arrête dans les seniors. Voilà. Au club, pour terminer là-dessus, Laura, au Twirling Sport Nyon, vous avez des athlètes qui vont de quel âge à quel âge à peu près? Alors la plus jeune, elle a 6 ans. Et puis la plus âgée, c'est Sophie, qui a 21 ans. 21 ans, et puis tu es vraiment la senior du club. Ah oui, je me sens... D'accord. Et comment ça se fait? Ça va pas au-delà? Il y en a qui abandonnent après ou comment? Oui, c'est ça. C'est difficile ensuite de consacrer, comme je disais avant, 3 entraînements par semaine. Quand peut-être qu'on commence avec ses études ou on entre dans la vie active, etc. Ça devient compliqué de continuer à consacrer tant de temps au twirling. D'accord, ok. Bon, je vous souhaite le meilleur en tout cas pour ce week-end. Et puis merci beaucoup d'être venus sur notre plateau, Laura et Sophie, pour nous parler donc de twirling bâton. Et puis on croise les doigts pour toi alors, Sophie, pour ce week-end. C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Mandala, c'est le projet présenté par 2 danseurs, un musicien des percussions et un espace brut à remplir entre partitions écrites et improvisation. Ensemble, ils forment la compagnie Paty Perros et ils sont avec nous sur le plateau. Camilla Stanga, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous également Simon Ramseyer. Bonjour Simon, bienvenue. Bonjour. Alors on parle danse, vous l'aurez compris, mais Mandala, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Comment est né le projet? Alors, le projet Mandala est né... après une première collaboration qu'on a fait avec Simon. On s'est rencontrés à la Manufacture, à Lausanne, et on a travaillé ensemble pour le projet de Bachelor, qui c'était notre premier projet ensemble. Et puis, on avait envie de continuer à travailler ensemble, et donc on a commencé à travailler à Mandala. Et peut-être tu peux... Mandala, est-ce que c'est une danse comme forme de méditation? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si c'est une forme de méditation, mais on s'est surtout inspiré des motifs et des différents dessins qu'il y a dans les mandalas, des couleurs, et puis, mais ce n'est pas forcément une danse de méditation. Je sais pas. Camilla, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. En symbiose, évidemment. Mais oui, on s'est beaucoup inspiré pour le dessin aussi, essayer de reprendre les dessins de mandala aussi avec le corps dans l'espace. Et puis on a aussi pratiqué un peu le dessin en fait pendant notre parcours de création. On a aussi dessiné beaucoup. Et puis on aimait bien ce fait
du mandala comme les moines bouddhistes ils font. C'est qu'avec la sable, il remplit l'espace avec ses dessins et puis il le garde un moment et puis il le détruit tout de suite. Et c'est un peu ce côté aussi éphémère. On dit comme ça, voilà. Qu'il a quelque chose dans l'espace et on aime bien aussi ce fait que nous on arrive, on remplit l'espace et puis voilà, on ressort. Et le mandala, c'est aussi quelque chose de très répétitif. Est-ce que ça se ressent dans votre manière de mettre ça en danse? Oui, quand même, il y a toute une séquence de danse un peu qui se répète avec des cercles et où on tourne plusieurs fois. Et ouais. Dans le mandala, nous, on utilise ce concept-là des moines bouddhistes qui font des dessins avec du sable. Nous, on fait quelque chose avec on a utilisé des pierres pour marquer l'espace. Et puis l'idée, c'est qu'on mette ces pierres sur le plateau. Et puis à la fin, au début, ça fait un tas de pierres qu'on déplace pour faire un marquage. Et à la fin, on revient au tas de pierres. Et puis en fait, aussi pour la petite histoire, ces pierres, on les a pris dans le lac vers Rolle. Donc on les a ramassées sur la plage. Et puis l'idée, c'est aussi que quand on aura fini ce projet complètement, on puisse remettre les pierres sur la plage et puis que comme ça, c'est comme si on ne laissait pas de traces. Ouais, que la nature retourne à sa place et que cet aspect éphémère retourne justement là d'où il vient. Je crois que c'est aussi une danse qui a inspiré finalement des traditions africaines. Non. Ou est-ce que ça a changé? Ça a changé, comme tout. Oui, on est parti un peu comme ça aussi en pensant un peu au rituel ou genre avoir des rythmes aussi parce qu'on travaille avec un musicien romain. Avec la percussion, donc on avait un peu oui, on aimait plutôt un peu l'ambiance, si tu veux, genre de rythme, des pas très simples qui s'y répètent. Mais après, voilà, on a commencé cette création en janvier 2020, et puis on a dû arrêter, et puis on a recommencé, donc tout a changé, et voilà, tout le projet a évolué aussi. Ouais, des voyages qui devenaient aussi un peu compliqué, j'imagine, puisque le Covid est passé par là. Ça s'appelle Mandala, et puis vous participez justement à la fête de la danse, donc on va essayer de donner toutes les dates. Vendredi 7 mai à Gland, c'est juste. À Rolle, ensuite le samedi 8 mai, et puis là, 2h à 13h, mais aussi à 12h30. Donc ça, c'est ça, hein. Rolle le 8 mai à 13h et 12h30. Ouais. Et 12h30 le dimanche. Et 12h30 le dimanche 9 mai, exactement. Pas facile à lire le programme, mais bon, on y arrive, les 8 et les 9, comme ça il y en a pour toutes les dates, toutes les heures. Simon, la fête de la danse, justement, je crois que ça fait plusieurs années que vous y participez, pas toujours en tant que danseur, mais pourquoi est-ce que c'est important que cette fête, elle existe, selon vous? Moi, je pense que la fête de la danse, c'est sympa parce qu'il y a des publics un peu différents qui ne vont pas forcément voir des spectacles de danse régulièrement, je pense, qu'ils viennent dans les fêtes de la danse. Et puis le fait aussi que ce soit dehors, là on va jouer avec d'autres spectacles aussi, on va jouer dans la cour du château, donc c'est aussi dans un espace un peu sympathique qui est aménagé pour cette occasion, donc je trouve que ça c'est bien. Ouais, Camilla, la fête de la danse, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Mais je pense que oui, comme on peut dire Simon, c'est un peu une occasion de voir un public un peu différent. Et puis là, je pense que surtout en ces moments, c'est hyper important pour repartir. Voilà, en fait, nous, on est hyper contents que ça soit quand même organisé malgré tout. Parce que je pense que aussi les gens, nous, on a besoin de présenter ce spectacle, mais les gens, je pense aussi que ça peut donner une bonne énergie pour le printemps. Ouais, danser, retrouver du public. Merci beaucoup, compagnie Paty Perros, d'avoir été avec nous. Et donc, Mandala à voir à Gland le vendredi 7 mai à 20h. Et puis ensuite à Rolle le samedi 8 mai à 13h, mais aussi dimanche 9 mai à 12h30. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci. C'est tout pour cette première quotidienne de la semaine. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Excellente suite de programmes sur Nyon Région Télévision.